Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Caféine. Vous l'avez entendu, nous sommes de nouveau 3. Caféine 2013-2014 compte à présent 3 guélurons dans ses rangs. Vous avez pu brièvement entendre sa voix suave et distinguée. Caféine a l'honneur d'accueillir dans ses rangs Anthony Bonafé, géant généalogiste et passionné d'histoire. Géant car proche de 2 mètres, à 2 centimètres près. Aussi avons-nous dû arranger quelque peu la hauteur du micro. Et l'heure est venue pour notre nouveau compagnon de s'en servir. Une nouvelle voix s'élève sur les ondes de Radio Présence. Que nous proposes-tu, Anthony ? Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous l'a expliqué l'ami Timothée, je fais ma rentrée dans l'émission Caféine. Alors que mes collègues traitent des chroniques musicales ou informatiques, je vais tenter chaque semaine de vous faire partager ma passion pour le patrimoine, en particulier celui de notre région. Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire de notre bonne ville de Figeac-en-Quercy, qui, vous le savez, traîne derrière elle une longue histoire parsemée d'embûches. Tout d'abord, saviez-vous que, je cite Lucien Cavalier, un de nos anciens historiens, le nom de Figeac est d'origine purement celtique et gauloise. Fin de citation. Il serait dérivé du nom de Fidius, un riche gallo-romain installé sur notre territoire, et du suffixe -ac, que l'on retrouve dans de très nombreuses localités quercinoises et rouergates, signifiant tout simplement ville ou lieu habité. Mais l'histoire de Figeac est souvent racontée à partir de la fondation du monastère Saint-Sauveur en 753 par Pépin le Bref. Le problème, c'est que ces informations ne nous sont parvenues qu'à travers une charte dont l'authenticité est mise en doute depuis longtemps. Cette falsification administrative avant l'heure paraît résulter d'une rivalité entre les moines de Figeac et ceux de la célèbre abbaye de Conques. En effet, lors de la fondation du monastère figeacois, les religieux furent dans un premier temps affiliés à ceux de Conques. Les terres quercinoises étant beaucoup plus riches et fertiles que les rues de coteaux aveyronnais, l'abbaye de Figeac ne tarda pas à manifester l'envie de conserver tous les bénéfices de son labeur. C'est pour cette raison que la charte dite Pépine fut rédigée probablement au XIe siècle en s'inspirant d'un acte antérieur conservé à Conques. Grandissant avec la puissance de son monastère, la ville prit au XIIIe siècle le visage que nous lui connaissons encore aujourd'hui, entourée par des murailles en grande partie détruites au XVIIIe et XIXe. Peut-être est-ce pour délimiter le territoire de la cité que furent bâties au XIe siècle 4 aiguilles énigmatiques dont 2 seules subsistent, celle de l'Aiguille et celle de Nérac. Manque celle levée à la pierre levée, commune de Lunan, et à la Capelette. Au Moyen-Âge, Figeac et Intramuros étaient divisés en 4 paroisses, Le Puy, Saint-Sauveur, Saint-Thomas et Saint-Martin. Aujourd'hui ne sont conservées que les églises du Puy et de Saint-Sauveur. En effet, l'église que nous appelons actuellement Saint-Thomas est à l'origine celle du couvent des Carmes. La vraie église Saint-Thomas était située dans l'actuel jardin du lycée Jeanne d'Arc, auquel je consacrerai certainement une chronique. De même, l'église Saint-Sauveur était réservée au monastère qui s'élevait autour d'elle. Les paroissiens se recueillaient alors dans l'église dite La Capelle, plusieurs fois détruite et reconstruite. Elle fut rasée en 1853 pour créer la place Saint-Sauveur. Figeac lui aussi a souffrir des guerres de religion. Ainsi, dans la nuit du 29 au 30 décembre 1578, les protestants entrent dans la cité par la porte de Montferrier, grâce à la trahison de la femme d'un des consuls. La ville, vous vous en doutez, est soumise au pillage. Les statues catholiques sont mutilées et une citadelle est construite autour de l'église du Puy. Aujourd'hui encore, il subsiste quelques murs vestiges de la citadelle et des niches vides au-dessus des portes de l'église Saint-Sauveur. Souvenir visible des 46 ans de domination protestante sur la ville, c'est-à-dire jusqu'en 1624. Sous la Révolution, comme partout ailleurs, les biens du clergé et des nobles furent vendus aux enchères. Ainsi, les nombreux couvents de la ville passèrent en des mains privées, et les bourgeois purent s'offrir quelques maisons de maître. Figeac est également la patrie du mondialement connu Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes en 1822. C'est dans sa maison natale qu'est aujourd'hui installé le musée des Écritures du monde. Plus tard, les 2 guerres mondiales saignèrent la ville d'une plaie durable. La première par ses 193 poilus morts au combat, et la seconde par la rafle du 12 mai 1944. Pour échapper au STO, service du travail obligatoire, de très nombreux jeunes hommes prirent le maquis et renforcèrent ainsi la résistance locale. Les Allemands ne voyant pas cela d'un très bon œil, la division Das Reich, celle qui quelques jours plus tard devait détruire Oradour-sur-Glane, encercle la ville et arrête 600 hommes de moins de 60 ans. Sur ce nombre, 141 sont morts en déportation. C'est en leur mémoire que fut élevée en 1948 la Croix du Cygne. De nos jours, Figeac est devenue une ville moderne et touristique, riche de son passé et tournée vers l'avenir. Ses habitants peuvent se dire fiers d'être Figeacois. Merci Anthony, vous venez d'entendre le nouveau chroniqueur de Caféine. Mais passons à la chronique de notre vétéran en informatique Pierre-Emmanuel. Il va nous parler de la fermeture de Silk Road, réputée comme l'eBay de la drogue.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien, car c'est maintenant l'heure de la chronique informatique. Et pour cette chronique, nous allons encore une fois parler d'Internet, car on dirait bien que ce réseau n'est pas prêt à tomber dans l'oubli, loin de là. J'ai choisi de vous parler d'un événement qui a eu lieu il y a juste 2 jours, et qui est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Je regrette sincèrement que les médias n'en aient pas plus parlé. Voilà donc. Si vous avez suivi ma chronique il y a quelques mois sur le Deep Web, vous comprendrez bien vite, mais je me dois de faire quelques rappels pour ceux d'entre vous qui l'auraient manqué. Le Deep Web est une partie d'Internet, censée être des dizaines de fois plus vaste que la petite quantité d'informations auxquelles on accède habituellement. Ce web dit caché ou profond comporte une quantité énorme de données, bien supérieure à celles que les internautes lambda peuvent consulter, mais dans une organisation qui peut sembler tout aussi énorme et anarchique. Habituellement, ce réseau vaste et caché reste très discret, puisque les néophytes peuvent difficilement l'utiliser, ce qui en fait un havre de paix, bien évidemment, un havre de paix et de commerce pour toutes les activités illégales. Ainsi, sur le Deep Web, se côtoient, sur divers sites très bien cachés, des offres de vente d'armes, de vente de drogue, de documents confidentiels, et plus ou moins tout ce qui est illégal. La police reste, la plupart du temps, impuissante face à ces transactions qui ont lieu de particulier à particulier et sans aucun contrôle possible, car la monnaie utilisée, le Bitcoin, la monnaie d'Internet, est intraçable. Oui, mais j'ai dit la plupart du temps. En effet, le 2 octobre 2013, le FBI a réussi à stopper les activités d'un géant du commerce illégal, le site Silk Road, la route de la soie en français. Sur ce site du Deep Web, il était possible d'acheter à d'autres utilisateurs d'Internet des denrées et des appareils en tout genre, le tout avec livraison à domicile comprise. On pouvait donc s'y procurer des armes en pièces détachées ou acheter de la drogue sans intermédiaire directement au producteur et quantité d'articles hétéroclites, mais pour la plupart illicites et dangereux. C'est ici qu'intervient le magnifique coup de filet du FBI. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à l'un des membres les plus actifs du réseau, qui s'est finalement révélé être le créateur du site lui-même. Inutile de dire que l'homme a été arrêté avec une promptitude typique des agences de sécurité américaines, et que le site a été bien sûr démantelé immédiatement. Les plus sceptiques d'entre vous se disent probablement que ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, et que la fermeture d'un petit site internet ne portera pas un coup dur à la criminalité. Je peux vous assurer que vous vous trompez. Pour preuve, d'après les agents chargés de l'affaire, ce site brassait chaque jour une grande partie du commerce sur le Deep Web. Des sommes si astronomiques que personne n'est vraiment en mesure de les évaluer. J'ai personnellement fait des recherches concernant l'activité de ce site, et d'après ce que j'ai pu lire et voir, il s'agissait d'une référence en la matière. Allons plus loin pour étudier les conséquences et plongeons-nous dans ce qui est fiable en toutes circonstances, le secteur financier. Et on peut dire que l'analyse est concluante. Tenez-vous bien, la valeur du Bitcoin, la monnaie d'Internet, a chuté de plus de 20% à l'annonce de la fermeture du site. Valeur qui était pourtant déjà très haute, heureusement. Il s'agit encore une fois d'une preuve tangible de l'étendue du commerce parallèle qui se cache au fin fond d'Internet. L'annonce de la fermeture du site a déclenché une vague de protestations. Nombreux sont ceux qui se plaignent d'avoir perdu une grosse somme d'argent sale qui ne leur sera jamais rendue. Évidemment, on a envie de dire bien fait pour eux. C'est véritablement un coup dur pour les organisations criminelles du monde entier. On regrette cependant que des investigations américaines ne soient pas plus concentrées sur les sites de pédophilie, de trafic d'esclaves ou de trafic d'organes qui continuent à exister sur le Deep Web et qui entachent toujours sa réputation. Nous approchons de la fin de cette chronique, et je m'aperçois que j'ai oublié de faire mention d'un détail. Si comme beaucoup, vous voulez en finir avec le trafic d'armes et de drogue dans le monde, alors vous voudrez sûrement remercier celui qui a rendu possible cette fermeture. Vous pouvez donc remercier la stupidité du créateur du site, Ross Ulbricht, lui-même. En effet, le fondateur de tout ce commerce illégal, à l'inverse de ses clients, ne cachait presque pas son identité, ayant même adopté un pseudo sur le site proche de son vrai nom, ce qui est assez idiot, il faut l'avouer. Le FBI n'a donc eu aucun mal à remonter jusqu'à celui-ci,
qui n'a d'ailleurs que des compétences apparemment très peu avancées en informatique, puisqu'il n'a même pas su rester anonyme. Cette nouvelle est donc assez rassurante, car elle montre que même de grands criminels en puissance peuvent parfois être assez naïfs. Et puisque nous allons nous quitter sur cette note joyeuse, voilà un petit bonus, une idée amusante que j'ai apprise hier soir. Enfin une bonne nouvelle. François Sénéchaud de la Croix-Rouge, lors d'une interview de la BBC, a demandé aux studios de développement d'intégrer dans leurs jeux vidéo toutes les règles de la guerre, y compris celle d'être sanctionné dans le jeu pour des actes répréhensibles. Là, de voir des jeux comme Splinter Cell ou Call of Duty permettre aux joueurs des crimes de guerre impunis, le responsable de la Croix-Rouge a demandé à ce que les joueurs qui incarneront des soldats, soient à l'avenir punis par le jeu, par exemple une perte de points ou d'expérience. Cette déclaration a beaucoup amusé les adeptes des jeux vidéo portant sur la guerre, mais étonnamment elle a beaucoup intéressé aussi les studios de développement, qui ont promis de se pencher sur le sujet, afin d'ajouter une nouvelle profondeur morale à ces jeux qui en manquent parfois, voire trop souvent. On se quitte donc sur cette bonne nouvelle. À la semaine prochaine. Merci Pierre-Emmanuel. Passons maintenant à la musique. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé la semaine dernière du jeu vidéo The Witcher et de ses belles musiques. The Witcher, jeu à grand succès et grande influence. Écoutons cette semaine une musique d'un groupe polonais, même nationalité que le jeu, tirée du disque nommé Inspired by The Witcher. Vous l'aurez compris, ces musiques ont été inspirées par l'univers du jeu vidéo. Il existe aussi des livres de The Witcher, le scénario du jeu ayant été conçu par un écrivain. D'un groupe de musique folkloriste polonaise, du CD Inspired by The Witcher, les Sentinelles de Brokilon. Bonne écoute. Présence.
Présence. Sentinels of Brokilon du groupe folk polonais Rimead dans le CD de musique nommé Inspired by the Witcher. C'est un groupe qui fait des choses très sympathiques et à un excellent niveau. Regardez donc sur YouTube. Mais passons à la chronique Bliss in Natura. Cette semaine encore, nous continuerons de parler des guérisseurs, entre autres. Nous allons aborder dans cette chronique des hypothèses, des réponses à la question comment. Avec pour matière toujours le même reportage, les guérisseurs de la série des enquêtes extraordinaires de Stéphane Alix. Vous rappelez-vous ce dont nous avons parlé la semaine dernière ? Nous avons parlé des magnétiseurs, et nous avons vu qu'ils agissaient au niveau d'un corps subtil, énergétique, invisible pour la plupart des gens. Nous avons vu le cas d'un magnétiseur qui soigne certains patients à plusieurs centaines de kilomètres de distance, avec juste une photo et une lettre indiquant le problème de cette personne. Et nous avons vu aussi que ça marchait, que la femme qui avait été patiente absente de la séance à distance avait ressenti comme un flux d'énergie qui abondait dans sa jambe, immobilisée et insensible depuis des mois. Nous avons aussi vu, avec le magnétiseur Jean-Luc Bartoli, entre autres choses, qu'il était capable d'exercer une force, de pousser ou de tirer une personne sans la toucher, en tirant ou poussant ce corps, ce champ énergétique autour de la patiente, puis du reporter lui-même. Voyons une explication à ces faits troublants, par l'interview de James Haussmann, chercheur en biophysique et en biologie, spécialiste des médecines énergétiques. La science s'intéresse de plus en plus au rayonnement électromagnétique du corps. Voyons donc ce que ce chercheur nous dit. Lorsque la majorité des guérisseurs dans le monde parlent d'énergie, ils parlent de quelque chose qui est en relation avec le champ biomagnétique des cellules, des organes et du corps. Cela recoupe davantage de choses. Il y a beaucoup de confusion au sujet de l'énergie, mais en réalité, c'est très simple. L'énergie est ce qui nous permet de sentir le monde. À chaque seconde, à chaque minute, nous faisons l'expérience de l'énergie. La lumière est une forme d'énergie. Je vous vois, je vous entends. Le son est une forme d'énergie. Je touche le sol, je ressens le poids de la gravité. C'est une forme d'énergie qui tire mon corps vers le sol. Je sens des odeurs, ce sont des molécules en vibration. Je palpe des objets, je perçois le monde. Toutes ces sensations sont des phénomènes énergétiques. Il ne s'agit pas d'un mystère, mais tout simplement de l'impact que ces sensations ont sur notre corps, ce qui nous permet de savoir où nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons et ce qui se passe autour de nous. Il existe une autre définition de l'énergie qui nous est donnée par la physique. L'énergie est la capacité de produire une action. D'accord, disons qu'il y a ce champ biomagnétique autour du corps. Mais comment quelqu'un peut-il influencer ce champ biomagnétique ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est très intéressant ce que font les magnétiseurs. Dans le cas où des tissus sont abîmés, leurs champs magnétiques en sont affectés d'une manière bien particulière. Les magnétiseurs posent leurs mains à cet endroit et leur propre tissu absorbe ce flux magnétique perturbé. Ensuite, ils secouent leurs mains comme ça, ou alors ils les retirent comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Cela paraît très bizarre, très étrange. Ce qui se passe, c'est qu'ils magnétisent leurs tissus et ensuite ils les démagnétisent en secouant. Ainsi, ils absorbent le flux magnétique perturbé et ils le nettoient, ils s'en débarrassent. Après avoir fait cela plusieurs fois, ce flux perturbé a disparu. Une personne sensible peut sentir ce genre de choses, ce dérèglement dans les tissus. Cela arrive souvent que le thérapeute pose ses mains directement à l'endroit où le patient souffre. Le patient se demande comment le thérapeute a pu savoir.
La raison est que le thérapeute sent les irrégularités dans le champ magnétique. Il peut savoir où se trouvent les tissus perturbés. Il peut envoyer des signaux et ainsi guérir les tissus. Tout ceci obéit aux lois de la physique. Ces interactions se produisent réellement, ou alors il nous faudrait revoir 150 ans de physique. Et comment expliquez-vous que la majorité des guérisseurs disent ne pas savoir ce qu'ils font? Ils font des gestes, mais ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Dans ce genre de travail, ce qui importe est de ne pas penser. Il faut savoir déconnecter son esprit rationnel. Passer ses mains sur le corps d'une personne pour trouver ce qui est perturbé n'est pas un processus intellectuel, ni un raisonnement neurologique. Il faut se laisser aller à une autre forme de sensation et se laisser guider. Et lorsque vous vous laissez guider, vous obtenez souvent la bonne réponse. Que d'informations, n'est-ce pas? L'action des magnétiseurs serait donc parfaitement rationnelle. Il s'agirait d'action entre champs électromagnétiques. Le magnétiseur ne ferait qu'absorber les perturbations du champ électromagnétique de ses patients avant de les jeter, de les évacuer. Après chaque passe magnétique, ils effectuent en général un mouvement vers le sol, comme pour envoyer ces perturbations absorbées au loin, les mettre à la poubelle, d'une certaine façon. Nous voilà donc avec une explication à ces choses au final pas si surnaturelles. Ce n'est absolument pas une réponse exhaustive. On peut y trouver des éléments dans le documentaire même qui ne trouvent pas leur réponse ici. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout n'est qu'élément de réponse. La recherche de la vérité avec un grand V est une quête constructive qui nous apporte beaucoup mais ne finit jamais. Peut-on jamais dire avoir raison sur des sujets analogues ou même moins atypiques? Les certitudes nous plombent, nous aveuglent et nous empêchent d'avancer et de réfléchir. Aussi faut-il s'en méfier, voire s'en défier. Tout n'est que parcelle, à chacun de se former son propre ensemble. Ne détruisons pas les bases sur lesquelles nous nous sommes construits, mais sachons les remettre en question, en ne les laissant jamais se fixer et nous bloquer dans notre avancée, mais les maintenir prêtes à la mouvance et à l'apprentissage. Passons à la suite. Il y a autre chose que je trouve très intéressant dans les propos de ces chercheurs, c'est ce qu'il dit à la fin, à propos des magnétiseurs qui disent être guidés et sentir comme si ce n'était plus eux qui agissaient. Le chercheur dit, j'aime bien cette phrase, « Cela n'est pas du fait de l'intellect, c'est un autre domaine de sensation, et il faut se laisser guider. Lorsque vous vous laissez guider, vous obtenez souvent la bonne réponse. » Cela ne vous rappelle-t-il rien? Un autre sujet intéressant, l'intuition. C'est une partie de notre être que nous avons tendance à négliger, car nous vivons dans une société de l'intellect. Tout est raison, tout doit être contrôlé. Les intuitions sont écartées, nous sommes dans la société du mental. Le lâcher-prise est une pratique ô combien marginale et difficile à accepter et appliquer dans le monde qui nous entoure. Nous voudrions tout contrôler alors que nous ne contrôlons, à proprement parler, rien. Nous voudrions être maîtres de tout et refusons de nous laisser guider par la vie. Se laisser guider ne signifie pas vivre jour après jour sans interrogation et sans rien faire, non. Il faut faire confiance à la vie, mais savoir que si le torrent de la vie passe devant notre refuge fait de routines et d'habitudes, il faut savoir y plonger lorsque l'occasion s'en présente. Il ne faut pas laisser la vie s'écouler devant nous, mais la prendre à pleine main, en acceptant ce qui nous arrive, avec l'esprit ouvert et un désir d'apprentissage et d'expériences humaines. Mais je digresse, revenons à l'intuition. Nous avons tous des intuitions, des sentiments, impressions qui nous viennent sans que nous sachions pourquoi. On nous propose une sortie, tout ce qu'il y a de plus sympa en perspective, et nous avons pourtant une sombre appréhension que nous avons tendance à écarter, ou l'inverse, quelque chose qui ne nous arrange pas ou ne paie pas de mine au premier abord et que nous pressentons comme intéressant et prometteur. Une personne qui ne nous inspire pas confiance, etc. Tout ceci peut être, et je dis bien peut-être, des intuitions, car ce n'est pas toujours le cas. Mais on a tendance à écarter toutes ces premières impressions, se disant que c'est stupide, que ça n'a aucun fondement rationnel. Mais après tout ce que nous venons de voir, nous avions aussi vu les barreurs de feu, et là nous n'avons aucune explication pour le moment. La théorie du « c'est pas rationnel et n'a pas d'explication, c'est donc stupide et je le rejette » tombe un peu à l'eau, non? Il arrive souvent pourtant que lorsqu'on n'écoute pas ses intuitions, on le regrette amèrement. Mais il y a des fois où nos premières impressions s'avèrent complètement fausses au final. Il
conviendrait de définir ce que c'est que l'intuition à proprement dit, car toutes nos impressions et nos ressentis n'en sont pas. J'ai feuilleté un livre qui parlait de l'intuition et donnait des exercices pour développer ce sixième sens. En partie, l'exercice consistait à se souvenir d'un moment où l'on avait eu une intuition et à s'en imprégner. Je crois me rappeler que j'avais pour ma part délaissé cette lecture pour la simple et bonne raison que je ne pouvais faire ces exercices n'étant pas foutu de me rappeler un moment où j'avais eu une intuition et l'avais ressentie au plus profond de moi. Et pourtant ce n'est pas faute d'en avoir. Par rapport à ce que nous parlions un peu avant, il paraît que je suis trop cérébral, que le lâcher-prise n'est pas vraiment mon fort. J'approuve ce diagnostic. D'où le fait que j'écarte très souvent les intuitions qui me viennent, tant et si bien que je ne peux m'en rappeler vraiment. Je sais avoir eu des intuitions, mais je ne sais plus quand et pourquoi. Mais j'essaie de me guérir de cela et d'effectuer un travail, sans quoi je ne me permettrai pas de parler ainsi dans cette chronique. Le fait que je dis, pas ce que je fais, il faut mieux essayer de l'éviter. Le problème n'est pas d'être cérébral en fait. Il est normal d'utiliser l'intellect, mais nous sommes presque tous dans l'excès. Il faudrait savoir utiliser notre intellect, mais aussi notre intuition, nos émotions. Il y a une théorie qui soutient que chaque hémisphère de notre cerveau a un rôle. Si je me rappelle bien, l'hémisphère droit serait celui de l'intellect, de la raison, du rationnel, alors que l'hémisphère gauche serait celui de la sensibilité, de l'émotion, etc. Il faudra que je creuse cette théorie plus avant dans une autre chronique. Que de sujets à aborder. Mais ce sera pour une autre fois, car à l'instant où j'écrivais ces lignes, il était si tard, ou tôt, que même du country entraînant au violon ou du rock des Beatles sonnait comme une berceuse à mes oreilles. Pour terminer sur l'intuition, je dirais qu'à l'image de tout le reste, il faut écouter ce qui nous paraît être des intuitions, des impressions ressenties, sans pour autant leur obéir au doigt et à l'œil. Gardez ces ressentis dans un coin de l'esprit. Ils pourraient vous être utiles, mais ne faites pas forcément tout ce qu'ils vous suggèrent. Le tout est de savoir, est-ce une manifestation de votre sensibilité ou de l'intuition, ou est-ce un assemblage, une création, une projection de votre mental ? Pas mal de nos impressions, sur les gens notamment, peuvent venir de là et sont rarement justes quand on fait l'effort de creuser. Pas facile de faire la différence. Renseignez-vous sur le sujet, si ça vous intéresse. Le moyen le plus simple étant bien sûr les livres, source incommensurable d'éléments de réponse. La chronique Bliss et Natura touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Caféine ! C'est tout pour aujourd'hui. Et je rappelle aux auditeurs vétérans de notre émission et apprends aux néophytes que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et ainsi nous faire part de votre avis, vos critiques, vos idées ou retrouver le service podcast de Caféine. Si vous cherchez une chronique en particulier, n'hésitez pas à nous demander ou à chercher par vous-même. Notre profil est Caféine Figeac. À la semaine prochaine!